Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo un peu particulière, mais finalement ça devient assez régulier que j'en fasse. Si vous êtes abonné depuis longtemps, vous avez sans doute déjà vu passer une vidéo sur mon parcours dans la publicité par exemple, la vidéo également sur mon séjour aux États-Unis à 17 ans en 1989. Dans le genre, j'avais fait aussi une vidéo sur ma relation avec le heavy metal. Et voilà, j'en ai fait. Ah oui, une vidéo également sur mes souvenirs d'enfance avec Serge Gainsbourg. Et voilà, je sais qu'il y en a eu encore une ou deux autres que j'oublie. C'est pas très grave. Mais donc là, ça faisait un petit moment que on me réclamait de faire une vidéo sur mes années de déraillement, j'ai envie de dire, à Paris entre 15-16 et 18 ans. Donc c'était pas très long, mais c'était très intense. Et je reculais un peu le moment de la faire parce que pour plein de raisons. Voilà, je savais pas trop ce que ça allait donner quand j'allais me lancer, sachant que je prépare pas, j'ai pas de fiche avec des notes, donc je fais appel à ma mémoire et à rien d'autre, ce que je fais généralement pour ce genre de vidéo de toute façon. Et donc voilà, donc je vais être un peu sélectif parce que pas voilà absolument tout raconter, ce serait chiant. Mais bon, je me disais pourquoi faire ça, mais ça peut peut-être en faire rire certains, en intéresser d'autres. Et puis je sais que j'ai quelques abonnés qui sont très jeunes, peut-être aussi en dissuader quelques-uns ou les faire réfléchir un petit peu, parce que finalement j'avais pas fait, mais j'avais pas envie de faire de toute façon. Pour remettre un tout petit peu dans le contexte, donc je répète extrêmement brièvement que je suis né de parents divorcés. Je dis tout ça parce que ça va avoir un, comment dire, c'est ce qui va m'amener à vivre ces choses-là finalement, que j'aurais sûrement pas été amené à vivre si j'avais eu un passé différent. Donc né de parents divorcés, voilà un père que je voyais tous les 15 jours, mais c'était encore trop pour moi parce que voilà, c'est des relations catastrophiques. Une belle-mère qui me haïssait cordialement et me faisait sentir moralement et physiquement. C'était vraiment très cool. Et puis bah, à la maison, voilà, une mère qui était alcoolique, voilà, à un degré vraiment total. Et donc voilà, une enfance assez ignoble finalement. Et j'ai dû quitter ma mère pour aller vivre chez mon père qui était enfin, on va pas dire un étranger, mais bon, pas super loin non plus. À mes 12 ans, voilà, j'ai appris un peu plus tard comment ça s'était produit, parce que moi finalement, un jour ma mère est venue me voir, elle m'a dit je suis allé chez ton père. Ok. Voilà. Donc j'ai su des années plus tard, en fait, c'est mon père qui me l'a avoué en fait, que c'était une des meilleures amies de ma mère qui l'avait appelé une nuit, donc mon père, en le menaçant de prévenir en fait les services sociaux, enfin je sais plus comment on appelle ça, pour dénoncer ma mère pour maltraitance et mise en danger d'un enfant, enfin voilà, bref, pour qu'on lui retire en fait la garde qu'elle avait de moi et que voilà, donc c'est ce qu'elle menaçait de faire si lui ne me prenait pas en charge et voilà. Donc c'est pas tellement que tout d'un coup il s'est pas levé un matin en se disant putain et j'ai un fils. Non non, après c'est tout à son honneur, voilà, façon de parler, enfin en tout cas il l'a fait. Il a appelé ma mère, il a dit non, mais je pense que il serait temps que finalement j'apprenne à le connaître, il va être adolescent, ce serait bien que maintenant il vive avec moi, machin. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je suis arrivé chez mon père et ma seconde belle-mère, enfin la seconde que j'ai connue, je précise, donc c'était plus celle qui me tapait et me menaçait de mort, etc. Celle-là, elle avait fini par dégager quand j'avais 8 ans. Là, c'était une autre, voilà, beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool. Et donc moi j'arrive, voilà, de 12 ans avec beaucoup de colère, hein, voilà. Et donc ça va se passer moyennement bien, évidemment. La collaboration, la cohabitation, collaboration, lapsus révélateur. La cohabitation avec eux, surtout avec mon père évidemment. Donc là voilà, je vais pas raconter d'anecdotes, c'est pas particulièrement intéressant, mais bon il s'est passé évidemment plein de trucs pas cool pour moi. Et on s'entendait pas quoi, en gros. Euh, Plus tard, donc ça voilà, ça a duré 2 ans, un truc comme ça, où on était dans un appartement à Paris, un duplex Paris, pardon. Oui, j'ai oublié de préciser que le train de vie a radicalement changé. J'en avais déjà parlé, je crois, dans quelques vidéos
voilà, sur mon parcours. Voilà, chez ma mère, il n'y avait pas d'argent, hein, en gros, enfin, ça allait, hein, mais ça allait, on comptait les sous, quoi, et il n'y avait pas d'excès, quoi. Chez mon père, c'était très différent. Mon père était très aisé, donc lui, voilà, il comptait pas la thune, et tout d'un coup, c'était, enfin voilà, ça dégueulait de bouffe dans le frigo. Même je voyais, enfin c'était luxueusement décoré. Enfin, il avait de l'argent, quoi. Il y avait beaucoup d'argent. Mais j'ai appris du coup assez rapidement. Alors c'est pas que l'argent fasse pas le bonheur, mais c'est que on peut être malheureux en fait dans c'est pas du tout la pauvreté, hein, mais j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, avec un rythme de vie restreint, quoi. Et être tout aussi malheureux, mais avec un très beau canapé, une grande télé, un magnétoscope. Enfin, voilà, ça change pas grand-chose. Enfin, quand on est ado en tout cas. Donc, vers 14 ans, il déménage, enfin, on déménage du coup, et on part vivre à Meudon. Alors, dans la première, ah voilà, c'est ça l'autre vidéo dont je voulais parler, et j'ai oublié, qui traite aussi de ma vie privée finalement. Ouais, c'était la vidéo sur le paranormal et moi, où je parlais de la mésaventure vécue dans la deuxième maison de Meudon où on a habité. Là, je parle donc de la première. Voilà, il y a eu deux maisons à Meudon successivement, mais voilà, en premier lieu, on a habité une maison où tout se passait bien au niveau de la maison. C'est plutôt au niveau des habitants de la maison que ça se passait pas bien. Et là, voilà, là la relation père-fils a commencé à être vraiment exécrable, mais horrible. Et avec quelques moments cool, hein, néanmoins, mais très fugaces, voilà, le moins qu'on puisse dire. De mon côté, beaucoup d'humiliation. Mon père était pas le dernier pour se foutre de ma gueule, m'humilier physiquement, enfin me regarder l'air consterné ou dégoûté, enfin voilà, comme ça. J'étais vraiment qu'un con, enfin bref, en gros quoi. Et il y a eu quelques clashs assez féroces, quoi, assez solides. Un truc voilà que je vais raconter pour commencer, qui est pas trop pas trop grave, j'allais dire. Mais enfin, quand même, quand j'y repense avec le recul, je trouve ça hallucinant. En fait, un jour, il en a ras le cul de me voir, je sais rien. Et il me dit, j'ai appelé mon pote T, les personnes évidemment, je vais pas citer les noms, donc voilà, je vais s'appeler par les initiales de leur prénom à chaque fois. Et j'ai appelé mon pote T, il va venir te chercher, voilà, pour que t'ailles un peu te changer les idées, t'aérer, etc. Ça te fera du bien. J'avais mes potes à moi, hein, mais bon, voilà, j'avais pas je sais pas, c'était une idée de mon père, quoi. Alors T, pour dire, c'était un ami de mon père, effectivement. Moi, les amis de mon père, voilà, j'en voyais régulièrement qui passaient à la maison, des trucs comme ça. Il y en avait avec qui j'accrochais pas du tout, mais il y en avait quelques-uns que j'aimais vraiment bien. Et lui, on s'est parti. Mon père s'en était rendu compte, évidemment. On avait bien accroché, quoi. Et même lui, il m'aimait bien. Enfin, c'était assez sympa comme voilà, comme ambiance, quoi, quand on était là. Et donc je suis pas, je trouve ça complètement ridicule que, enfin il me parle comme si j'avais 8 ans, enfin il organise un truc pour moi, ça n'a aucun sens. Mais il me dit lui il est ravi de passer de prendre, donc bon, et je me dis bah ouais ça peut être cool, enfin bon. Bref, Thé arrive en Harley, je précise, alors je vais être assez prudent sur ce que je raconte, mais il y aura rien de trop lourd, quoi. Puis, enfin, le temps est passé, quoi. Donc bon, voilà, ça remonte quand même à très loin. C'est une autre époque, voilà. T était membre d'Hells Angel. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Club de motards, voilà, très connu, qui possède des branches dans énormément de pays. Alors, selon les pays, c'est comment dire, c'est des gens qu'il faut pas trop jouer au con et qui ne surfent pas uniquement dans la légalité, voilà, on va dire. Donc voilà, bon, moi je savais qu'il en faisait partie, mais c'était tout. Donc là, il vient me chercher et il me dit, on va retrouver mes potes, on va au resto, après on va en mode de nuit, et tout, ça va être cool, etc. Découverte totale pour moi, hein, évidemment. Donc on se barre à Paris, on passe chez lui avant, je me souviens. Quand on les rejoint, là je vois enfin, donc on est, je sais pas, 9, 10, comme ça en tout. Et c'est des mecs, enfin c'est comme dans les films, quoi. Voilà, c'est des montagnes d'abord. Et puis, bah, c'est des bikers, mais alors vraiment, c'est des Hells Angels. Enfin, c'est pas n'importe quel biker. Donc bon, ils sont un peu étonnés de me voir, mais ils se marrent. Bonne ambiance globalement, même si je sens c'est pas une menace, mais
je suis tendu. Enfin, je sens que c'est des gros durs, quoi, mais vraiment, vraiment. Peut-être c'est la première fois, je crois que je rencontre des adultes qui sont, enfin, où je me dis, ils sont impressionnants, mais dangereux aussi. Enfin, enfin, potentiellement. Et on va au resto, etc. Ça rigole, ça picole énormément. Moi, je précise que, alors que j'ai, ouais, 14 ans, un truc comme ça. 15 ans, peut-être. 15 ans, je pense. Bon, on me propose à boire, hein, à la cool, hein. On me dit, il y en a un qui me dit, tu bois? Et moi, je dis, ouais, ouais, ça m'arrive. Et donc, je me retrouve d'abord avec une bière, et puis après, comme on n'est pas des gonzesses, ah bah, c'est les années 80. Hein. Bah, je me retrouve avec du whisky, enfin, ils me font goûter des trucs. Enfin, non, je suis assez rapidement défoncé. Et après, ah oui, ah non, j'ai oublié de raconter un petit incident, enfin un petit incident, un truc qui m'a marqué. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu, je réfléchis, mais alors non, il y en avait il y en avait chez ma mère. Mais c'est la première fois que je vois, non, pas rangé, j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un avec une arme à feu. Parce qu'à un moment, il y en a deux qui se vannent et il y en a un qui soulève son gilet en cuir là et qui dit tu veux vraiment jouer à ça? Mais il se taquine, hein, c'est pas sérieux. Mais en relevant son truc, je vois il y a un flingue. Et comme je doute qu'il soit inspecteur de police, ça m'impressionne un peu. Donc je fais mon blasé, genre très drôle. Mais je me dis ouf, c'est chaud quoi. Et donc bon, on se barre. Donc moi chaque fois évidemment je suis sur la Harley de thé derrière lui. Et on arrive au bain-douche. Alors les bains-douches, c'était une boîte de nuit des années 80, voilà, en tout cas assez select, hein, qui était très connu. Bon, voilà. Donc moi j'avais entendu parler, mais j'en avais rien à battre. Hein, c'était pas du tout mon univers. Absolument, mon univers c'était le heavy metal. Donc bon, les boîtes de nuit heavy metal, ça n'existait pas en France. Et puis même si ça avait existé, on risquait pas d'y croiser Nicky Six. On arrive et là je perçois comment dire. Déjà dans le restaurant, j'avais remarqué qu'aux tables voisines, tout ça, les gens étaient, enfin, je jetais des petits regards comme ça, mais étaient, avec le recul aujourd'hui, je dirais qu'ils avaient les boules, quoi. Tout simplement, quoi. Ils avaient peur, ils étaient pas à l'aise, quoi. Ils étaient pas contents qu'il y ait cette énorme attroupement de mecs chelous. Et en plus, oui, c'est-à-dire que partout où ils vont, ils ont quand même dans le dos le signe de ralliement. Hein. Donc, en fait, dès que tu voyais un type, tu savais qu'il appartenait à Los Angeles, quoi. Et si tu connaissais un petit peu la structure du club, j'ai envie de dire, enfin des clubs, tu savais que voilà, c'est comme ce sont des gens qui, en fait, d'une certaine façon, ont un certain pouvoir, quoi. Donc on arrive dans la boîte de nuit et on rentre directement, alors qu'il y avait la queue devant, évidemment, comme c'est le cas toujours. Enfin, je sais pas si c'est encore aussi, ça doit être pareil maintenant dans les trucs un peu à la mode. Donc il y avait plein de gens qui attendaient pour rentrer et qui éventuellement ne pourront pas rentrer. Voilà. Et eux ils se ramènent d'un coup comme ça et limite ils bousculent le videur et ils rentrent direct quoi. Et quand le videur les reconnaît en fait, voit qui c'est, limite ils s'excusent d'être sur leur chemin et donc ils est tous rentrés sans payer évidemment, sans fouille ni rien. Enfin voilà. Donc moi je suis le groupe et je me dis ah, c'est cow-boy quoi en fait. Enfin sérieusement. Et on va arriver là et là j'ai un souvenir, une anecdote assez mignonne dont je suis le dindon de la farce, mais bon, ça, aujourd'hui ça me fait marrer quoi. Donc on boit, alors on s'installe tout au fond, un coin un peu VIP et tout machin. Et je me rappelle que bon donc eux ils picolent, ils discutent avec des mecs qui les reconnaissent, qui connaissent, enfin. Et moi je me fais un peu chier, mais pas vraiment en réalité. J'écoute, ça m'intéresse aussi. Je découvre un monde hein, que je connais pas. Ça c'est sûr. Et je regarde les gens qui dansent et tout. Et j'ai 15 ans. Donc voilà, j'ai la libido que vous imaginez. Et donc je regarde aussi les femmes qui sont, pour certaines, vraiment super belles. Et je flash sur une rousse, mais magnifique. Alors je me souviens plus du tout à quoi elle ressemblait, évidemment. Mais j'en ai le souffle coupé tellement je la trouve belle, quoi, cette femme-là. Et donc je la regarde et elle danse et tout machin. Et je sais plus qui, c'est pas T, mais c'est un mec donc que je ne connais pas, mais qui faisait partie du gang quoi. Il me voit et il remarque que je la regarde. Enfin, voilà, il repère tout de suite le truc. Il éclate de rire et il fait signe à tout le monde, genre regardez le gamin qui regarde et tout. Et il y en a un qui me dit elle est pas dégueulasse hein ou je sais plus quoi. Et donc moi pour faire mon mec dur ou j'en sais rien, j'ai dit ouais c'est clair et tout, ridicule. Bref. Et donc à ce moment-là, ils skinnent des yeux en riant entre eux, mais vraiment ils se marrent.
Et il y en a un qui se lève et qui va la voir, et qui lui parle à l'oreille, elle se marre et tout, et il lui fait signe, il me montre du doigt, et ils reviennent tous les deux. Et donc, je comprends qu'il lui a dit, le jeune là, il te trouve magnifique ou je sais pas quoi, mais surtout il la connaît, voilà. Et donc elle se ramène et elle me dit, tu veux danser et tout, et ils sont hilars, mais hilars. Et je me dis, pardon, ils sont hilars parce que je suis un petit con de 15 piges, voilà, c'est une bombe atomique la meuf. Et en plus surtout, elle avait un visage mais incroyablement beau, enfin des yeux de ouf et tout. Donc je pense que ça le fait rire quoi. Ils disent voilà, elle c'est voilà une femme extraordinaire machin et lui c'est un petit branleur quoi. Donc ça les fait rire, c'est ça que je me dis. Et je ne danse pas évidemment, je suis fan de heavy metal donc je risque pas de danser, mais j'ai trop honte de refuser, enfin c'est pas possible. Donc je me lève et je suis comme ça, hilarant, et elle commence à me coller vraiment fortement. Donc je suis un peu, je me dis ok en fait c'est à le milieu de la nuit, ils sont habitués, enfin moi c'est un peu violent quoi. Et elle comment dire, elle se met, enfin avec ses hanches, bref tout ça, elle se colle vraiment à moi, mais vraiment. Et elle se frotte, je sais pas comment dire mieux. Et je suis très émoustillé, donc enfin très impressionné. Ça dure quelques secondes jusqu'à ce que je réalise que ce n'est pas une femme. Voilà. Donc tout d'un coup je me rigidifie, tétanisé. Elle éclate de rire parce que voilà, c'est une espèce de bizutage quoi. Donc elle se retire, enfin se retire. Voilà, elle relâche son étreinte, voilà. Et elle me murmure dans l'oreille, je sais plus quoi, un truc du genre, t'as des yeux magnifiques. Elle me fait un petit compliment. Elle me dit genre t'as un regard magnifique, t'es très beau, je sais plus quoi. Un petit truc gentil quoi, pour pas que je m'effondre quoi. Et quand je me retourne vers la bande quoi, ils pleurent de rire. Mais c'est voilà, mais vraiment au sanglot, ils sont tous en train de chialer de rire, y compris T d'ailleurs. Hein. Et quand je reviens, T me dit première leçon de la vie nocturne que tu apprends cette nuit, c'est que il ne faut pas suivre aux apparences et etc. etc. Et j'étais tellement trauma que, enfin trauma. Mais, franchement, c'était impossible de deviner. Mais impossible de deviner. Enfin, bref. Et donc voilà. Donc bon là, je me détends, je ris parce qu'en plus je suis complètement bourré. Ils ont parlé de me faire boire, donc je me marre, etc. Et il y a un moment où un type arrive et demande à tout le monde de sortir. J'ai l'impression, avec le recul, j'en ai jamais reparlé à T, j'ai l'impression qu'avec le recul, c'était peut-être pas le patron des bains douches, mais un mec assez important, en tout cas peut-être le mec qui gérait la soirée, enfin j'en sais rien. Et je vois que c'est hyper tendu. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de foutre le camp, en fait, enfin entre guillemets, enfin, sans guillemets en réalité, je pense. Et il y a un échange, enfin visiblement il y a une histoire, quoi. Enfin il y a voilà, il y a un dossier, quoi, comme que je connais pas. Et je comprends pas, enfin ils se parlent, mais j'entends rien, de toute façon, avec la musique, tout ça. Et puis j'ai pas trop, enfin ça m'intéresse pas, je veux rester dans mon coin. J'ai quand même compris qu'il y en a un qui a un flingue et je me dis, je vois pas pourquoi, enfin par quel miracle en fait, sur les 9 ou 10, il y en aurait qu'un qui a un flingue. Donc bon, voilà, je me fais tout petit et donc ça commence un peu à être tendu. Et c'est T qui me dit, viens on va aller boire ailleurs et tout. Et en fait ils sont deux trois à se barrer. Donc il y en a deux trois qui se barrent un peu comme on leur a demandé. Et mais il y en a quatre ou je sais pas combien qui restent et qui ça continue à discuter. C'est tendax quoi. Donc nous, on se barre, on sort, et on va aller voilà continuer de boire machin. Et bref, je me souviens, je vais faire courte comme celle-là. Je me souviens que donc quand on est rentré pour dormir chez T, voilà, je tenais à peine debout, mais réellement. Et le trajet retour sur la Harley, enfin pour ceux qui n'ont jamais été sur une Harley, c'est vraiment c'est vraiment des motos assez particulières, même en tant que passager, je veux dire. Et il y a beaucoup de vibrations, de choses comme ça. Et j'étais pas zen du tout je me concentrais à mort pour pas m'endormir d'abord et ensuite parce que ça te berce un peu et pour pas tomber. C'est un peu ballot. Et j'ai réussi, on est arrivé jusqu'à chez lui, je me suis écroulé comme une merdasse. Et le lendemain matin, on a beaucoup discuté, c'était génial. Franchement, c'est un joli souvenir. Celui-là, j'en parle parce que il y a un côté à la fois leçon de vie et tout, mais à la fois c'était très cool. Voilà, mon père avait eu cette idée complètement ridicule. Aujourd'hui que je suis plus qu'adulte, je me dis, putain, j'ai un gamin de 15 ans avec qui je m'entends pas du tout, c'est très compliqué, etc. machin. En plus, mon père arrêtait pas de me faire des reproches, genre tu vas mal tourner, gna gna. Je vais pas l'envoyer en roue libre, quoi, se barrer une nuit
avec un pote à moi qui fait partie des Hells Angels et où je sais en fait, je sais pas, j'en ai jamais parlé avec mon père. Mon père ignore complètement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais moi, je pense pas qu'il pensait que il allait me ramener chez lui, on allait louer un film et bouffer une pizza. Enfin, je sais pas. Donc bon, je suis complètement irresponsable, c'est ça que je veux dire. Mais je suis ravi d'avoir vécu ce truc-là parce que c'est comme un chouette souvenir. Même si un peu plus tard, bon, il y a eu enfin, Tay a quitté le groupe et ça s'est très mal passé. Donc vraiment très très mal passé. On a accepté son départ. Tu n'es pas autorisé. Enfin, c'est pas toi qui dis tout d'un coup je quitte le gang, etc. Pas dans celui-là en tout cas. Et donc il s'est fait démolir, mais démolir par des gens qui étaient ses potes en fait, hein, de tous les jours. Enfin moralement c'est chaud quoi. Et physiquement il a été défiguré. Donc, quand je dis démolir, ça a été extrêmement loin. C'est mâchoire brisée. Enfin c'est voilà, il est hôpital tout ça. Et on lui a volé sa Harley. Enfin confisqué j'ai envie de dire puisque tu n'es plus des nôtres, tu ne mérites plus ta moto. Donc en fait, alors la moto, inutile de vous dire que c'était pas une Harley entrée de gamme, hein, c'était une magnifique Harley, etc. Bref, peu importe. Et voilà, donc ça, plus tard, il m'a raconté, enfin, T m'a raconté. On est resté du coup en bons termes très longtemps. Et, mais le moment où il est parti, quoi, ça a été extrêmement dur. Et d'ailleurs, peu de temps après, il est parti faire une cure parce que voilà, c'était quelqu'un qui prenait de la coke, voilà. Ça c'était tout un milieu aussi. Hein, il était réalisateur en partie. Enfin, il faisait plein de choses, mais dans le milieu de la pub, je veux dire, c'est comme ça que je pense qu'il avait connu mon père. Et voilà, c'était rock'n'roll, on va dire. Hein, bref, mais il gérait plus trop rien. Et quand il a décidé de changer de vie, il est parti s'isoler, je crois, plusieurs semaines, ça c'est sûr, dans les montagnes. Et il a fait un régime de raisin. Je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que donc il s'est nourri que de raisins pendant 3 semaines, un mois, je crois, un truc comme ça. Et il est revenu métamorphosé. Alors physiquement, c'est sûr. Et parce qu'il avait pris un peu de poids, quoi. Et donc là, il avait beaucoup perdu. Voilà, il a arrêté tout, hein, la clope. Enfin, il a pas arrêté que la coke, il a arrêté l'alcool et la clope, tout. Et il s'est lancé dans la peinture. Je pense que ça le travaille depuis longtemps. Mais donc il s'est lancé dans la peinture et c'est devenu sa vie. Et enfin, dernière nouvelle, aujourd'hui encore, voilà, c'est un peintre qui a d'ailleurs réussi. Enfin, il y a des toiles exposées dans des hôtels de haut standing à Paris notamment. Mais il fait des expos ailleurs. Enfin, donc voilà, c'est une belle reconversion. Enfin, il était encore jeune hein, à l'époque. Hein. Mais donc voilà, ça c'est ma première. Je raconte ça parce que c'est un truc en fait qui va j'allais dire m'anesthésier, pas vraiment, mais disons que après avoir vécu ça, dans les années qui vont suivre, où je vais moi-même me cramer pas mal, il va en falloir beaucoup pour m'impressionner, enfin pour me calmer, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oui, et alors d'ailleurs niveau coke, je tiens quand même à préciser que je faisais, alors ça m'a jamais tenté, j'y suis jamais allé, voilà, c'est quand même bon de le dire. Et une des raisons, c'est que le hasard a voulu que je tombe sur mon père en fait en train de faire des rails de coke dans la cuisine de la première maison de Meudon une nuit où il avait justement il y avait plein d'invités etc. Je suis descendu pour me prendre un coca ou un truc comme ça et en arrivant c'était pas Scarface hein, on va pas exagérer mais voilà ils étaient 3-4 penchés sur la table et ils faisaient les rails c'était bien. C'était bien, et je raconte pas la tête de mon père. C'était très drôle. Donc après, et d'ailleurs, enfin, on était tellement en conflit que je me suis remonté, je me suis dit, ah putain, encore un truc sur lequel il pourra pas me faire la morale. Genre, tu es sûr que tu vas tomber dans la drogue donc bref, un peu plus tard, je vais faire une rencontre au bahut. Je vais avoir deux nouveaux potes, un que je vais appeler A et l'autre que je vais appeler C, et qui vont être mes compagnons j'allais dire de violence en fait. En fait, j'allais tellement pas bien et j'avais tellement besoin de. C'est comme la chanson de 13 Nord là. I cut myself today to see if I still feel. Focus on the pain, don't listen that thrill. Quoi. C'est vraiment se blesser, se faire mal en fait physiquement, se confronter à une douleur physique pour se sentir vivant en fait. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas que ça non plus évidemment. C'est trop simple. Et donc avec A principalement, je vais
énormément sympathisé, donc ça va devenir pendant 2-3 ans voilà mon best buddy. Et C qui faisait partie un peu du groupe, quoi, du clan, on était un peu trois comme ça. Au début, il était avec nous, quoi, enfin on était trois, quoi, mais il a filé vraiment un mauvais coton, alors nous aussi, hein, pardon, mais lui différemment. C, il était, comment dire, rongé par une pulsion de violence, quoi, ça se sentait. Mais il a trouvé son exutoire, contrairement à nous, dans le mouvement skinhead qui sévissait à Paris voilà, dans ces années-là, donc fin des années 80. Et donc, en fait, on l'a vu glisser quoi, complètement, et on s'en est donc préservé, voilà, pour des raisons évidentes, éthiques et morales, enfin tout quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait fini par fréquenter Bad Skin et toute la bande, tout ça, et qui avait des accès de violence terribles. Complètement fou en fait, enfin je sais pas, je sais pas, il était bizarre. Donc en classe ça allait, mais par exemple j'ai une anecdote, un midi on allait bouffer le cours où on était tous dans un cours privé, parce que moi j'étais nul à l'école hein, évidemment, et donc comme mon père avait des sous, il m'avait tout de suite inscrit dans un cours privé. Donc là j'étais encore en cours privé jusqu'au bac en fait. Et on avait remonté la rue de Rennes pour vers Montparnasse pour aller bouffer au Free Time, je crois, une chaîne de burgers qui n'existe plus. C'était super bon en plus. Et bah par exemple, enfin un des éléments qui nous a fait nous dire non non mais moi enfin les virer avec C, moi c'est non. Et en fait A ça l'avait choqué pareil, donc il m'a dit non mais ouais c'est clair. On marchait dans la rue et il y avait un ivrogne, enfin un clochard quoi, qui était assis contre une façade de banque ou je sais plus quoi, pas voyageant, et qui baragouinait sur certains passants, enfin voilà. Et quand on est passé près de lui, nous on discute, enfin, et il insulte, enfin il sort une insulte à C. Je me souviens plus ce qu'il a dit, mais je crois que c'était une insulte liée à sa tenue. Il faut dire que C, et avec le recul je me dis bon, mais il allait en cours avec des Doc Martens montantes jusqu'aux genoux là, avec les coques découpées au cutter où il y avait on voyait le truc en métal là en dessous. Le jean moulant, le bomber, voilà, crâne rasé avec la petite houppette. Il avait le look total, et voilà, et la gueule aussi d'ailleurs. Alors, il était super beau. C'est même pas subjectif en fait. Enfin, il avait les traits très fins, blonds, les yeux bleus, de grands yeux bleus. Et donc voilà. Donc en fait, même les nanas, tout ça. Enfin, il y avait aucun problème. C'était un beau mec, quoi. Mais du coup, il y avait le côté beauté arienne. Enfin, c'était bref. Et donc et de mémoire, je crois donc que c'était une insulte du genre, enfin liée à l'image qu'il renvoyait quoi. Et on discute et il se retourne, enfin il nous quitte en fait parce qu'on marche, hein, on va pour bouffer. Il se retourne et on le voit qui s'approche du mec, il se penche comme ça et dit répète. Et alors on le connaissait suffisamment bien déjà, ça faisait quand même voilà des mois qu'on était, enfin qu'on s'était rapprochés au bahut et qu'on était ensemble durant les pauses, tout ça quoi, pour avoir compris un peu comment il fonctionnait. Et donc moi quand je l'entends avec ce ton-là, je sais que si l'ivrogne répond, c'est coup de poing dans la tête direct. Et vraiment c'est impossible. Enfin je peux pas gérer, je peux pas rester impuissant face à ça. Donc en fait je me précipite sur C quoi, et je le chope pas derrière quoi. Et je lui dis, putain, mais tu vas pas frapper un mec comme ça, enfin, je trouve ça hallucinant. On dirait Orange Mécanique, quoi. Et sauf que lui, il m'entend plus. Il est complètement, il est dans son truc. En fait, il est dans sa haine, en fait. Il sent que potentiellement, il va pouvoir cogner, et ça lui envoie tellement, en fait, je peux appeler ça, pas l'endorphine, mais des trucs. Enfin, en fait, c'est comme une drogue, en fait. Et le mec répond. Le mec dit. Ouais, je sais même plus ce qu'il raconte, quoi. Superbe imitation, hein, vous avez noté. Et le coup part. Et en fait, c'était un mec qui faisait beaucoup de muscu, de trucs comme ça pour la baston. Et donc le coup part, et sérieusement, juste un coup de poing, je crois qu'il l'avait tué, quoi. Enfin, c'est un coup de poing vraiment à ça. Enfin, et donc je vois la tête du type qui part bouillon comme ça, et les gens qui se mettent à gueuler, etc. Et c'est qui se redresse, satisfait. Voilà, genre il y a eu insulte, il y a eu sanction. Et qui nous rejoint en mode bah bon allez moi j'ai trop faim tout et alors que les gens disent arrêtez-le, enfin voilà il l'a frappé, j'ai tout vu. T'as les gens et avec A on est là et bon on
on y va, mais on est choqué, mais ultra choqué. Alors bon, le mec, je pense pas il a juste mis un nion, quoi, mais un bon gros pain bien bien méchant dans la tête. Donc bon, et alors pour l'anecdote d'ailleurs, il a pas été, enfin nous on était au free time qui était à 100 mètres hein, de l'incident quoi, et personne n'est venu enfin la police n'est pas venue, enfin il s'est rien passé en fait, enfin je sais pas, bref. Mais donc voilà, donc ça nous a bien bien calmé. Par contre, moi je me suis vraiment énormément rapproché de A, donc voilà, en cours on était côte à côte quoi, durant les récrés on discutait. En plus, c'est la période où, pour que m'inciter un peu à être moins présent le week-end à la maison, mon père m'a offert, et puis parce qu'il avait des sous, un scooter. Voilà, un petit scooter, pas haut de gamme, hein, mais un scooter quand même, donc c'était cool. Donc moi j'étais content, tout d'un coup, même de Meudon pour aller à Paris tous les matins et revenir tous les soirs après le bahut, quoi. J'étais plus obligé de prendre de marcher d'abord, de prendre le RER, puis le métro, etc. Et surtout, donc, le week-end, je pouvais me barrer. Donc ça, c'était chouette. Et comme A avait un scooter, alors lui beaucoup plus haut de gamme, hein, parce que oui, j'ai oublié de préciser que A était. Après, on était dans un cours privé, donc oui, la plupart des gens avaient j'imagine, enfin, des parents plutôt aisés, quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est dans la même classe où j'étais, il y avait le fils d'Alain Souchon et le fils de Louis Chédid, donc Mathieu Chédid, M. Qui était super cool d'ailleurs, hein, vraiment avec qui j'ai fait plein de conneries d'ailleurs aussi, qui était un mec vraiment génial. Contrairement d'ailleurs à Pierre Souchon qui était un vrai connard. Moi il m'en voudra pas s'il voit ça aujourd'hui, c'était il y a longtemps. Et puis ils s'en sont rendu compte avec leur recul, il m'a fait vraiment pédant insupportable. Bref, donc voilà, et oui, les parents de A étaient séparés également, et lui vivait avec sa sœur chez sa mère, qui avait un immense duplex au sommet d'une tour qui donnait sur le parc Montsouris. Alors ceux qui connaissent le quartier verront la chance que c'était. Et j'avoue que la première fois que je suis rentré dans cet appartement, j'ai halluciné quoi. Halluciné. La vue sur le parc avec les arbres et tout. Enfin en contrebas parce qu'ils étaient tellement hauts, je sais même pas à quel étage ils étaient. Enfin, c'était magnifique. Et donc voilà, donc quelqu'un voilà qui est dans qui a pas de souci d'argent et en plus sa mère était très cool. Pas laxiste mais un peu quand même. Avec le recul, un peu quand même. Et son père vivait en Italie, je me souviens. Je l'ai vu une seule fois. Donc bref. Donc nous, souvent on passait les week-ends ensemble. Enfin, on a commencé à passer des week-ends ensemble à Paris, donc où je dormais chez eux, enfin chez lui, chez sa mère, voilà où il y avait aussi donc sa sœur et tout. Et ils m'ont assez vite adopté. Enfin elle était très cool avec moi, sa mère, super gentille. Et puis elle avait compris que à la maison ça allait pas du tout. Enfin que moi et mon père c'était chaud quoi. Et que donc en gros moi j'étais à la maison mieux c'était pour tout le monde. Bref, ce que j'avais pas forcément perçu, c'était que avec A, on allait glisser un peu vers des comportements complètement débiles et télédestructeurs et destructeurs, un peu les deux, qui heureusement n'ont pas duré. Et quand j'y repense avec le recul, je me trouve tellement chanceux de m'être sorti de ça moi-même, enfin par rapport à moi. Enfin, je sais pas comment j'ai fait, quoi, parce que j'aurais pu vraiment très mal tourner quoi, mais vraiment. Donc je vais relater 2-3 anecdotes parce que c'est pas je vais pas raconter ma vie réellement tout en chiant. Ce qui est sympa c'est des anecdotes un peu marquantes quoi, qui est révélatrice en fait d'une période ou de plein de trucs. Mais en gros, assez rapidement pour donner l'exemple, A été fasciné par les armes par exemple. Moi non, enfin jusque là non. Alors fasciné j'ai jamais été mais bon. Mais bref, en tout cas, c'est lui qui m'a appris chez lui. Il avait des flingues, donc quelques-uns de collection, dans des trucs un peu genre flingues de je sais plus quel siècle, enfin voilà, qui étaient au mur, hein, comme ça. Mais il avait aussi au moins deux armes tout à fait modernes, normales, automatiques, précises. Non, il y avait un automatique. Enfin, il avait un revolver et un pistolet avec les boîtes de munitions. Et il me dit ouais, en fait, j'ai un pote, enfin j'ai un pote. Non. Ouais, j'ai un pote qui tient une armurerie en fait à Paris. Il avait aussi toute une collection de les papillons là, enfin voilà, les couteaux papillons. Et donc il maniait incroyablement bien. Il avait aussi des nunchakus qui pareil il maniait à la perfection. C'était enfin moi ça me faisait rire parce que on aurait dit vraiment Bruce Lee quoi. Et il a enfin 2-3 trucs encore, des étoiles les étoiles ninja. Et donc bref, et des points américains. Et donc on va, il me dit, je sais plus, un jour assez rapidement, il me dit, ouais, je dois passer à l'armurerie, machin. Et donc je le suis, enfin on se retrouve et on passait les journées ensemble en fait, de week-end tout ça.
Donc on va à l'armurerie et il regarde les trucs, c'est comme, c'est comme pour des bons becs, quoi. Et il regarde les points américains et il dit t'as reçu des trucs et tout. Et l'autre il dit ouais j'ai reçu ça, ça, ça et tout. Et il me dit t'es un point américain toi? Et je dis non, non j'ai jamais eu de point américain. Il me dit mais non mais il t'en faut un, etc. Et je me dis ouais c'est vrai que c'est cool un point américain, c'est beau, voilà. Donc je prends un point américain. Mon premier, je précise que je vais en avoir beaucoup pendant ces années-là, parce que régulièrement, on va se faire contrôler par les flics, et les flics, en fait, ils nous, ils nous confisquent les points américains, et ils nous laissent repartir. Par contre, c'est pas, voilà, c'est, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, en fait, ils nous voyaient, ils nous disaient videz vos poches et tout, et dès qu'on sortait le point américain, ils disaient voilà, tu donnes, et ils disaient allez file. Donc bon, en fait, c'était juste chiant parce qu'il fallait retourner s'en acheter un. En fait, c'est un peu ça que j'ai compris assez rapidement avec A et quelques autres d'ailleurs de temps en temps. Au final, il y avait une espèce de bande en fait de connaissances à lui. On a embrassé une forme de perdition voulue quoi, où on allait se frotter à des bandes dans la rue, des trucs comme ça pour je sais pas, le frisson de se sentir vivant, et puis le frisson de enfin d'une forme de violence, pour avoir des coups, donner des coups. Enfin, c'est comme un sport, mais c'est pas un sport évidemment. Donc c'était n'importe quoi, hein, je vous le confirme. Alors pour ceux qui se demanderaient, moi j'avais aucune notion particulière. Enfin, j'avais fait un peu de quand j'étais arrivé dans ce cours privé, donc j'avais 13 ans, comme ça. Puisque non 12 ans même, puisque je suis parti à 12 ans chez mon père. Il m'a changé de bahut tout de suite. J'avais comme meilleur ami à ce moment-là, pendant un an ou deux, avant que je rencontre mon pote Hervé, pour meilleur ami, un type qui était obsédé d'arts martiaux, mais obsédé d'arts martiaux depuis qu'il avait 7 ans, je sais plus quoi, et qui multipliait les pratiques. Donc je me souviens plus trop de tout ce qu'il faisait, mais bon, son truc principal c'était taekwondo, ça je me souviens. Il faisait taekwondo, un truc encore un autre truc dérivé du kung-fu, je sais plus quoi. Karaté, mais ce karaté, ça n'intéressait pas vraiment en fait. Jujitsu et tout comme ça. Enfin bref, donc c'était sa passion et un mec super gentil. Mais il m'avait appris énormément de trucs. Comme c'était mon pote, qui me donnait des cours en fait. Donc et c'était des cours, moi évidemment, c'était pas des cours pour atteindre l'apaisement et se retrouver soi-même, etc. Avec son corps et son esprit, ne faire qu'un avec l'aigle serein qui dans le ciel domine la montagne. Non, c'était des trucs. Alors si quelqu'un t'emmerde, que tu veux le foutre hors d'état de nuire avec 2 coups, par exemple, parce qu'il est beaucoup plus fort que toi, ou des trucs comme ça. Voilà quelques techniques. Donc et moi c'était ça qui m'intéressait évidemment. T'es un ado. En plus moi ado avec mon look de métalleux. Voilà, j'ai déjà dit, j'ai jamais été en position. Enfin il m'est jamais rien arrivé de grave quoi, mais je me suis fait emmerder plein de fois quoi avec mon look. Donc j'avais quelques notions. Donc parfois j'avoue je me suis servi dans le feu de l'action quoi. Mais donc on s'est mis à faire vraiment des conneries, se friter avec des bandes dans la rue la nuit et on rôdait. Enfin c'était quand j'y repense putain. Alors donc on était à moitié bourrés hein, évidemment parce qu'avant on avait picolé chez lui, des fois avec des potes mais des fois on était que tous les deux. Ou des fois il y avait sa sœur qui passait parce que sa sœur elle sortait tout le temps je me souviens. Elle avait quasiment le même âge que nous. Qui était super sympa mais qui était un peu consterné quoi de voir ce qu'on faisait. Enfin de ce qu'on bref. Et on la comprend. Hein. Et donc il va y avoir comme ça pas mal de nuits, j'allais dire pathétiques, mais pas envie en fait j'ai pas trop envie non plus de faire le vieux con qui s'auto-juge. Genre, ouais, quand je me vois à l'époque, je me dis du haut de ma sagesse acquise, ben voilà, donc finalement ça aurait pu être bien pire, hein, j'aurais pu faire des trucs bien pires. Mais donc en tout cas il y a eu beaucoup de bastons et j'ai découvert, mais enfin aussi les autres, enfin surtout A par exemple, A quand il était en position délicate lors d'une bagarre quoi. Il se retirait très vite. C'est-à-dire qu'il avait un réflexe de préservation, quoi. Et moi non. Je l'avais pas deviné ça. Enfin, je l'avais pas vu venir. Mais plusieurs fois, il y avait eu plusieurs ouais bagarres où j'avais fini par dominer la personne avec qui je me battais, mais au prix de douleurs et de coups reçus disproportionné. Enfin, donc voilà. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il me disait, mais pas que lui, il me disait, en fait, t'es un fou.
Parce qu'en fait, quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus et en fait, on peut te péter un bras, tu vas continuer de taper avec ton autre bras. Enfin, c'est-à-dire que au lieu de te barrer, quoi, et je disais, ouah, c'est exagéré et tout. Et puis il y a une fois où on s'est fait emmerder par une bande. Je me souviens très bien. Il devait être 4h, 5h du matin, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'allais tellement mal, j'étais tellement malheureux. Enfin bon. Et j'ai visé le plus grand enfin, celui qui était sûr de moi me foutre KO, quoi. Et c'est vers lui que j'ai foncé direct. Et bon, il m'a pas mis KO, hein. Mais je me suis dit, t'as un mec, t'as un problème. Enfin, c'est vrai que je me disais, t'as un souci de colère que tu dois sortir et t'as besoin de t'en prendre plein la tronche pour, je sais pas. Alors des fois, quand je fais mon faute à 2 francs, je me dis, je voulais m'auto-punir je sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc voilà, et donc phase vraiment pas noble de mon parcours, quoi. Mais bon, beaucoup de petits trucs où j'arrivais à cacher, jusque la nuit de la veille de mes 17 ans, où on va se retrouver dans une bagarre à Paris, donc la nuit, et où ça va aller vraiment loin. Enfin, et surtout, je vais me prendre des coups de couteau qui ne vont pas me calmer. Donc voilà, et où en fait c'est entre guillemets mon adversaire, enfin, le mec avec qui je suis en train de me bastonner, qui à un moment va me voir et je suis plein de sang. En fait, j'ai du sang qui coule partout sur le visage. On voit plus ma gueule en fait. Enfin, on voit que mes yeux en fait. J'ai tout le reste c'est plein de sang. Parce que ça saigne beaucoup, front, tout ça. Et moi, je sens que je saigne, mais j'ai pas conscience que c'est à ce point-là. Enfin, j'ai l'impression, genre, limite, que j'ai juste l'arcade un peu ouverte, je sais pas quoi. Alors, en fait, non, c'est pas ça du tout. Et je continue de le taper, mais avec une rage un peu folle, quoi. Et à un moment, donc, eux vont fuir. Enfin, eux vont se relever et se barrer en courant. Et enfin, j'avais conscience, par contre, d'avoir fait des dégâts sur ce mec-là, parce que le point américain, ça fait des gros dégâts. Et je le redresse en fait et Ab dit putain mais tu pisses le sang, faut aller aux urgences là, tu es ouvert, tu es défiguré en fait. Et moi ça regarde, je suis ah bon, mais je suis bourré aussi quoi, donc je m'en fous, enfin je trouve pas limite ça me fait rire en fait. Je dis bon on va chez toi, je vais me rincer, enfin faut que on va nettoyer. Et il y avait il y a un autre mec, ça y est, je me souviens maintenant, putain. L'autre mec me regarde et dit ah non mais là y a rien à nettoyer. Faut aller aux urgences et faut qu'on te faut que tu te fasses recoudre. Et je dis recoudre. Je reprends le shine quoi. Je prends un t-shirt je crois ou une chemise, je sais plus, à l'un d'eux. Et je tamponne comme ça parce qu'effectivement je vois rien en fait, ça pisse, c'est n'importe quoi. Et il y avait un truc des urgences, enfin un hôpital pas loin. Donc c'était pas très loin de chez lui, ça je me souviens super bien parce qu'on n'a pas eu besoin, on était à pied quoi, donc on n'était pas en scooter. Et j'arrive aux urgences et donc je sais plus ce qu'on dit, je crois que c'est A qui dit il a glissé et il s'est cogné, il s'est ouvert le visage. Bon. Bref. Mais de toute façon, la façon dont c'était fait, c'était pas possible. Donc voilà, donc je sais que la meuf à l'accueil me regarde genre un bon, mais bon moi je suis ivre. J'ai toute l'adrénaline qui redescend, enfin qui retombe, enfin pour ceux d'entre vous qui ont été des fois dans des moments, alors peut-être pas des bagarres, je vous le souhaite pas, mais des moments où le stress ou les sensations sont extrêmement fortes, enfin le corps est surchargé comme une pile, enfin voilà. Et d'ailleurs cette anesthésie aussi, parce que moi il y a plein de fois où du coup je me prenais des coups et mais sincèrement je ne sentais rien. C'est pour ça aussi que je continue à taper. Sur le coup, t'es tellement galvanisé, tu ne sens rien. C'est plus tard que tu vas sentir les douleurs. Bref, il y a un mec qui vient me voir, quoi. Et il me dit, ouais, là, ces points de suture, tout ça, faut vous recoudre le front. Enfin, et je suis ouvert au front. Et il me dit, oui, enfin, pas que au front, hein, vous êtes aussi ouvert à l'œil, c'est celui-ci, donc l'œil droit. Donc voilà, donc je le suis et il me dit ça vous dérange pas si c'est je sais plus je sais plus le nom, j'ai oublié le nom. Enfin en gros c'était un petit jeune qui débutait et qui s'est fait la main sur ma gueule quoi, voilà. Donc il a appris voilà tes premiers points de suture et tout, tu vas recoudre le monsieur là comme ça. Et donc il y avait ce jeune qui était très appliqué et le mec était derrière qui disait non bah non pas comme ça, ah bah non, qu'est-ce que je t'ai dit donc, quoi. Et moi j'étais là donc aucune anesthésie évidemment. Et pas besoin, je veux dire. Enfin, ça fait mal, mais c'est pas, voilà, pas besoin d'anesthésie. Mon côté Rambo. Et c'était un moment un peu surréaliste parce que je me disais, c'est quand même. Alors donc je sais que, enfin, je crois que ça ne se voit pas. C'était il y a tellement longtemps, 17 ans, 52.
Mais par contre, si on me voit en vrai, enfin, on voit. J'ai encore la cicatrice ici et la cicatrice ici. Parce que ça n'a pas été très très bien fait, vu que c'était un putain d'amateur. Pardon. Ça n'a pas été très serré, quoi. Donc en fait, enfin, il a pas bien serré. Il a fait un travail de merde, de merde. Je plaisante. Mais c'était chaud parce que quand après, donc ils me font ça avec les fils et tout. Alors putain, pendant des semaines et des semaines, des gros fils noirs avec les croûtes. Frankenstein, c'était magnifique. Et dans le métro, je me souviens les gamins qui me regardaient genre c'est dégueulasse. C'est drôle. Et moi mes potes qui étaient là. Ah bah putain, tu vas être beaucoup moins beau maintenant. Bon, ouais, fermez vos gueules. Mais ça m'a un peu ça m'a fait prendre conscience en fait que là je filais vraiment mauvais coton parce que je me suis dit la prochaine étape c'est quoi en fait, enfin c'est coup de couteau dans le bide, enfin que tu cherches, enfin, tu vois, je me demandais parce que je me disais pourquoi tu fais ça, c'est pas moi j'ai rien contre, enfin j'ai rien contre, c'était vraiment c'est pour l'art de la violence, c'est comme le bouquin là de l'assassinat comme art pardon, je sais plus de c'est de qui. Bah là c'est un peu ça quoi, c'est qu'en fait, moi je me suis réveillé, je me suis dit mais ces mecs-là, j'ai rien, enfin, je m'en fous, en fait. Enfin, voilà. Alors, pour l'anecdote, ce qui est drôle, c'est, enfin, drôle. Aujourd'hui, ça me fait rire de rire. C'est que quand je suis sorti de la pièce où on m'a recousu, on prend un couloir, et donc, moi, on me dit, voilà, vous allez à l'accueil, signer des trucs, machin, et bon, bah, voilà. Et je croise le mec qui m'a fait ça, dans un fauteuil roulant, dans un couloir, avec un mec qui le pousse comme ça, pour visiblement aller faire des radios, comme ça. Et donc surréaliste, hein. C'est la scène, c'est comme dans les films. On se croise comme ça, et moi je le regarde comme ça. Je le regarde comme ça. Et j'ai la gueule, donc là c'est enflé, parce qu'en plus ils viennent de me recoudre. J'ai encore du sang, parce qu'ils m'ont séché, mais ils m'ont tamponné, mais n'importe comment, donc je suis rose. Ah merde. Et lui il est là, et il se tient comme ça, et il me dit, au moment où on se croise, quoi. Et il me dit, tu m'as cassé 3 côtes, enculé. Mais en baragouinant, quoi. Et moi je le regarde, genre, ouais c'est ça. Enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, je rigole, mais bon, inutile de vous dire que quand je suis revenu de ce week-end-là chez mon père, voilà, il m'a dit joyeux anniversaire, et il m'a dit, toi, le cadeau que tu t'es fait à toi-même, en fait, c'est cette gueule-là, quoi. Et il m'avait même dit, enfin, il m'avait même dit un truc genre, j'espère que tu auras 2 belles cicatrices à vie, comme ça te rappellera enfin, le con que tu es maintenant, en fait, simplement. N'était-ce pas charmant? Donc voilà, et je vais un peu accélérer et abréger, parce que j'ai l'impression que ça va faire long. L'année suivante, donc pendant encore une année, ça va être que ça les week-ends. Donc des week-ends, pas forcément. Moi sur la violence, je vais mettre un gros frein parce que je vais comprendre qu'en fait, ça va mal se finir pour moi, mais par ma faute. Que donc à la limite, si j'ai envie de me fatiguer ou machin, j'ai qu'à aller faire de la boxe, enfin en club, enfin ou des arts martiaux, enfin voilà. Mais je réalise que c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était la violence de la vie. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je sais pas comment dire mieux. C'est-à-dire que dès que c'était encadré, genre, bah pourquoi tu fais pas de la boxe ou un truc, bah non, parce qu'il n'y a pas de danger du coup, puisque c'est encadré, c'est avec un prof, c'est machin, c'est selon des règles. Et moi, ce qui m'apportait la sensation de vie, c'était le danger de l'imprévu et de la, on dirait bagarre de rue, mais c'est, enfin, ça veut rien dire, mais le contexte aussi, quoi. Enfin, voilà. J'allais pas faire, si je m'étais lancé dans la boxe, je serais pas allé faire des matchs genre défoncé à l'alcool et tout, alors que voilà, moi toutes ces bagarres là, tous ces moments là, j'étais défoncé. Et donc ça va continuer encore pendant un an. Je le sais parce que donc pas la violence, la violence ça va vraiment, je vais me mettre le haut là, je vais dire que non mais moi j'en ai marre de ces conneries et tout. Et du coup je vais entre guillemets le sauver parce que lui il va me, en fait il va me, on s'auto-influençait, ce qui est souvent le cas voilà quand c'est comme ça. Et quand il a vu que voilà moi je lui ai dit d'ailleurs, je lui avais dit très sincèrement, non mais moi en fait le problème c'est que moi je vais continuer jusqu'à ma perte en fait, c'est-à-dire que toi tu t'arrêtes dès que t'as trop mal ou dès que t'as peur par exemple. Mais moi quand j'avais peur, des fois j'ai eu peur quoi, même ce jour-là je me souviens très bien parce que j'ai vu le couteau. Mais je m'en foutais. C'était genre, t'es dans un truc genre tu veux me planter, plante-moi quoi, mais je te défonce quand même. Enfin c'est voilà, faire attention à soi-même aussi quoi. Et lui, ça, il a compris. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, à partir de deux, c'est fun, mais tout seul, c'est nul. Donc, je pense qu'il se voyait pas chercher le grand frisson comme ça, seul, ou même avec l'autre. Enfin, parce qu'il y avait un autre mec, mais t'es pas vraiment. C'était une connaissance. Enfin, mais c'était pas bon. Bref. Et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, j'ai une anecdote parce qu'un jour, j'étais en scooter et j'allais près des Halles, je me souviens. Je sais plus, j'allais foutre quoi, chercher des disques ou je sais pas quoi. Et je m'arrête à un feu et il y a 3-4 skinheads qui traversent comme ça. Je les regarde
Et il y en a un qui tourne la tête, qui me voit. Et pourtant j'avais mon casque, hein, même avec mon casque, je pense. J'avais les cheveux tellement longs, puis j'avais un perfecto. Enfin, j'étais looké heavy metal, quoi. Et à cette époque-là à Paris, tout ce qui ne ressemblait pas à ce qu'ils validaient, en fait, enfin ces gens-là, bah c'était cassage de gueule, hein. C'était offert, hein, immédiatement. Et donc il y en a un qui me regarde, qui se marre comme ça, genre comme ça. Et je vois qu'il commence à biaiser vers moi, et donc je vais être bon pour un sale quart d'heure. Et effectivement, ça ne loupe pas, donc il m'entoure, il m'encercle en fait avec sur mon scooter, et il commence à se foutre de ma gueule, mais enfin, il commence à peine parce que je les regarde et je vois que c'est des vrais entre guillemets, hein. Et parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque et tout, et quand t'étais dans l'âge, t'étais vite au courant de ce qui se passait à Paris à cette époque-là. Et je dis, comme, enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, C avait rejoint ce mouvement à notre plus grande désolation, quoi. Je me dis, bah ça va servir à quelque chose aujourd'hui, quoi. Je les regarde et je dis, je suis un pote de C. Et les mecs ouvrent des yeux effarés et ils me disent, tu le connais, quoi. Et je dis, bah ouais, il est dans ma classe, on est dans le même bahut, c'est un pote, quoi. Mais l'air vraiment très décontracté, c'est-à-dire que là, je suis un peu acteur studio, genre j'ai pas du tout pensé une seconde que vous veniez me péter la gueule. Je pensais que vous veniez me demander l'heure, et j'en profite pour vous dire que je connais c'est qui est des vôtres, me semble-t-il. Et donc les mecs sont un peu choqués, et du coup j'en rajoute une couche en disant parce que peu de temps après je l'avais croisé et il allait voir Batskin. Et enfin bref, je sors deux trois trucs et du coup vraiment là ça les calme. Et ils se disent bah ok, bah c'est cool, bon bah vas-y, bonne journée et tout. Enfin je m'en fous le cul à mort quoi. Limite cool ton père. Enfin, j'aime beaucoup ta permanente. C'est celle de Bon Jovi, j'ai l'impression. Ouais, j'adore. Donc voilà, donc ça c'était juste pour la petite anecdote qui me fait sourire avec le recul. Mais donc l'année suivante, par contre, sur l'alcool, et c'est pour ça que je me disais finalement cette enfance de cauchemar quoi, avec ma mère ne m'a pas préservé en fait des dangers de l'alcool, alors que ça aurait dû. Hein. C'est aussi parce qu'après, quand je suis allé chez mon père, j'ai vu que l'alcool, tu pouvais être voilà, comme je l'ai dit dans un JDV, tu pouvais être bourré et finalement c'était sympa. T'étais pas, enfin voilà, t'avais pas une attitude ignoble avec autrui et en plus des tendances suicidaires très affirmées, enfin etc. Donc bon, mais là, alors que l'alcool, le truc que je précise, c'est qu'en plus j'aimais pas l'alcool. Pour dire à quel point j'aimais pas l'alcool, c'est-à-dire que par exemple l'alcool brun, tout ça, pas tous les trucs genre whisky, ce machin, je trouve ça dégueulasse, mais dégueulasse. Le problème, c'est l'alcool blanc. C'est que j'ai découvert que l'alcool blanc, bah d'abord ça passait vachement mieux que le whisky quoi. Et puis bah à force d'en boire, enfin, c'est-à-dire qu'au début tu t'en bois parce que bah ce n'est pas dégueulasse à boire. Et puis après tu y prends goût. Et puis il y a des trucs qui deviennent bons. Enfin donc voilà, au début tu te dis c'est de la vodka donc ça passe. Et puis après, t'es là et tu fais ta diva et tu te dis, c'est de la Zubrovska ou de la Viborova? Parce que moi, attention. Bon. Et puis, il y a des moments où tu perds pied et tu prends tout ce qui traîne. Et d'ailleurs, voilà, là, je vais en arriver à l'ultime anecdote de ces années de merde, hein, sincèrement, je dis franchement. Et que je regrette pas en même temps parce que ça a fait de moi, après, par la suite, quelqu'un de tellement plus serein, enfin tellement plus calme. En fait, c'est comme le truc qui dit been there, done that, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'y étais allé, je m'y étais frotté, il fallait que je le vive, je l'ai vécu, mais je me suis arrêté à temps, j'ai l'impression, enfin plus ou moins. Certains diront non, trop tard, hein, vu, vu ta gueule. Mais et puis c'est pas fini, vous allez voir. Enfin, donc j'ai des séquelles, mais voilà. En tout cas, ça m'a vraiment après toute ma vie. Enfin, je me suis pratiquement plus jamais battu. Ouais, j'ai dû me battre deux fois et c'était vraiment parce que j'avais pas le choix du tout. Donc, enfin voilà, enfin c'est vraiment bon. On tire les leçons quoi, aussi des trucs qu'on vit. Mais donc ouais. Donc un an plus tard, donc la veille de mes 18 ans, et je vous jure que c'est vrai. Hein, de toute façon, un truc qui s'inventerait pas, hein, mais ce serait pas. Si je devais inventer un truc, j'inventerais un truc plus spectaculaire. Mais bref, je dis ça parce que la réaction de mon père. Bref, mais donc la veille de mes 18 ans, je retrouve chez lui un samedi, je sais plus quoi, je me souviens plus, ou c'était peut-être en fin de semaine, parce qu'il y avait un moment où on commençait à sécher bien les cours aussi, hein, obligé de l'avouer. Je sais plus pourquoi, donc on buvait, hein, on buvait beaucoup, mais bon, voilà, en faisant d'autres trucs et tout, quand on regardait des films des fois,
On avait voilà des nanas, on vivait voilà comme ça. Les potes aussi, enfin quelquefois des potes qui passaient. Mais là, ce jour-là, je m'en souviens. Ce jour-là, dès le début de la journée en fait, on commence à boire. On discute et on traîne et on écoute de la musique et on parle encore et on. La journée passe comme ça en fait. Et on descend les bouteilles et les bouteilles. Et sa mère avait donc dans ce duplex près du parc Montsouris un meuble immense avec, enfin, mais comme dans les, comme si tu vas dans une boîte de nuit et le bar, quoi. Bah, elle avait ça. Je sais même pas combien il y avait de bouteilles. Des centaines, mais sincèrement, hein. Enfin, c'était ridicule. Enfin, c'était ridicule. C'était magnifique. Mais, et ce qui est fou, c'est que, alors, je sais qu'elle buvait beaucoup elle-même. Mais, j'ai pas souvenir d'avoir vu bourré, genre, pas cool, comme ma mère, par exemple. Mais, enfin, ma mère, c'était au-delà de pas cool, mais, bref. Mais donc pourquoi avait-elle chez elle autant d'alcool? Je ne sais pas, différent, hein. C'est des bouteilles hyper chères, de trucs parfois qui venaient de l'étranger et tout. Et cet après-midi-là, on se met, on est bourré donc, hein, au bout d'un moment, donc vers 14 heures, un truc comme ça, on a déjà bien, ça fait déjà 3 heures qu'on boit non-stop. Et c'est il a l'idée, il dit, on devrait goûter toutes les bouteilles, comme ça on donne une note et on voit pour après dans notre vie quoi, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et moi j'ai dit putain. Mais c'est une idée géniale. Donc, donc on commence, voilà, et on fait toutes les bouteilles de sa mère. Donc on met des doses et tout. Et des fois quand on aime bien, parce que des fois on trouve ça dégueulasse, mais ignoble. Alors je précise que comme on est complètement red def, on fait des fois pas la différence entre des trucs qui sont en fait des liqueurs et des, enfin, donc on se sert des verres. Enfin, bref, c'est nawak. Cointreau, tout ça, mais des doses. Merde. Et donc il y a des trucs qu'on n'aime pas et tout. Et quand on aime bien, on dit enfin je voudrais quand même être sûr que j'aime bien. Donc on va quand même vérifier. Je pense que c'est quand même important. On est quand même un truc sur un engagement de nos goûts en matière d'alcool sur notre vie à venir, future. C'est quand même important. Donc est-ce que je suis vraiment sûr que j'apprécie celui-là? Je pense qu'il me faut un deuxième verre. Donc il y en a où on double les doses et tout. Et en fin de journée, on a tout fait. Et je me souviens même qu'à un moment d'ailleurs, sa mère passe, elle avait un dîner dehors avec des amis, tout ça, mais elle passe, elle nous voit et elle a gueulé. Mais en fait, elle a commencé à gueuler, mais sur nous deux du coup, hein. Et on était tellement défoncés que on l'écoutait et on était mort de rire. Donc moi par respect, tu vois, je suis pas chez moi, je suis, enfin, moi j'essayais vraiment de me tenir, mais j'avais beaucoup de mal. Mais lui, il était hilar et hilar, il était putain, mais ta tête, elle est trop bizarre quand tu t'énerves. Et donc, elle entendait ça, c'était pas la réponse qu'elle avait envie d'entendre. Donc, elle s'énervait encore plus. Donc, elle faisait encore plus des mimiques qui faisaient hurler de rire à. Et donc, elle disait, ah non, mais là, c'est exagéré. Là, la tête que tu fais là, c'était exagéré. Ça. Enfin, bref, donc une catastrophe. Donc, il n'y a pas de dialogue possible. Et donc, elle s'est barrée en, vraiment vénère. Voilà, en disant, on va pas en rester là. Moi, je suis là et je suis embêté parce que moi, d'abord, elle était géniale, je l'adorais cette femme, quoi. Elle était super gentille avec nous, enfin, et avec moi, du coup, quoi. Et en plus, je voyais que c'était une mère hyper cool, quoi. Enfin, moi, j'aurais adoré avoir une mère comme ça, quoi. Donc, je me dis merde, même lui, enfin, là, on a merdé, quoi. Ça rend pas cool, quoi. Après, je peux pas empêcher de me dire, après, elle exagère un peu parce que c'est pas très grave. On a bu, quoi. C'est pas, on a rien cassé, quoi. Bon. Et donc, on va continuer quand même encore un peu. Et puis après, je me souviens qu'on va sortir après. On va aller faire un tour en scooter. J'ai jamais eu d'accident en scooter, incroyable, incroyable. Quand je pense au nombre de fois où j'ai conduit, bref, en état d'ébriété. Mais lui, il va en avoir un par contre assez grave plus tard de scooter. Bref, en tout cas, donc ce jour-là, le soir, on sort et on va boire dehors. On est là, et là vraiment, je sens le moment. C'est la fois de ma vie où j'ai le plus bu, hein, d'affilée, je veux dire. Et je sens le moment, moi en tout cas, où je suis un espèce de zombie. Et moi j'ai toujours cru, enfin je pensais qu'il y a un moment où en fait l'alcool allait m'endormir, me fracasse et je m'endors. Et je constate que non, pas vraiment. Par contre, je suis dans un état de, j'ai le regard, je vais dire du mec bourré, mais oui et non. Oui et non parce que par exemple c'est pas visiblement c'était pas ultra flagrant sur des passants ou des gens tout comme ça, mais je suis pas alerte, hein, non ça c'est sûr, hein. Si on fait des tests de réflexe, c'est pas le moment. Et donc bref, on va continuer à boire, on va s'acheter à boire, c'est une horreur. Et vers minuit, 1 heure du matin, nous on n'a aucune notion du temps, hein, mais aucune. C'est que plus tard qu'on a réalisé qu'on a bu presque sans s'arrêter, voilà, en faisant des pauses, mais parce qu'on discute, début de journée, à 1 heure du matin, 2 heures même. Donc bref, on se balade et on retourne vers chez lui. Et on se dit, on n'a pas envie de rentrer.
d'autant qu'on ne sait pas s'il y a sa mère. Elle est là. Et donc, moi je dis, si on allait au parc, parce que souvent, souvent, ça nous arrivait d'aller au parc Montsouris, donc se balader, se foutre sur un coin et fumer des clopes, discuter, c'était cool, quoi. Et il me dit, ah génial, et tout, ouais, bonne idée. On arrive et voilà, on n'avait pas pensé que le parc Montsouris, bah, le soir ça ferme, hein, évidemment, comme les trucs à Paris, quoi. Et donc la grille s'ouvre pas, on n'est pas content, et donc on escalade la grille. Évidemment, on va pas renoncer, par contre, faut pas déconner. Donc on escalade la grille, mais donc raide défoncé, hein, voilà. Et on commence à marcher, etc. Et on voit au loin une structure pour enfants, les structures de où il y avait par exemple un toboggan, un petit truc avec un filet, tout comme ça, et comme une forme de château. Enfin, voilà. Je sais pas si ça existe toujours, mais enfin, en tout cas, dans ces années-là, c'était un peu la mode dans les lieux publics, enfin dans les parcs en tout cas, les squares, et tout comme ça, les structures pour les gamins, quoi. Et là, il y avait une structure comme ça, donc avec des trucs à faire pour les mioches, quoi. Mais des deux côtés, il y avait des tours. Et tours assez hautes, hein. Donc je sais pas, 6 mètres, un truc comme ça, enfin pour être tout en haut, quoi. Et j'ai cette brillante idée de dire, on se met chacun sur une tour, et comme ça on a la vue, c'est génial, et on peut discuter peinard à la fraîche et tout, parce que c'est donc la nuit, en pleine nuit, quoi. Et il me dit, ah ouais, super, et tout. Les bonnes idées quand t'es tout à fait frais. Et donc on escalade, je sais même pas comment on a fait pour escalader ça, vu l'état dans lequel on était, bref, peu importe. On escalade les structures, on se met chacun donc à califourchon, sur une espèce de truc arrondi, enfin c'était n'importe quoi, à moitié dans le vide, donc hein, on tangue comme ça, on fume des clopes et on parle de la vie, ouais, de toute façon, enfin vous imaginez la qualité de la conversation qu'on a pu avoir à ce moment-là. Je regrette que ça n'ait pas été enregistré, je pense que j'aurais pris des notes, j'aurais pu sortir un livre de leçons de vie. Hilarant, bref, on parle comme ça, et au bout d'un moment, comme on n'a plus d'alcool, on n'a plus rien à boire, ça commence à tabasser le corps sévère, on pique du nez, enfin on commence à avoir des moments de la nuque qui boum, et tu dis oh, bon. Et donc à un moment, Am me dit, putain là moi je suis vraiment crevé, je suis en train de m'endormir, vas-y on descend, on rentre se coucher, quoi. Et moi je dis, ouais t'as raison, moi aussi je suis fatigué et tout. Et donc lui, il va pour descendre. Donc c'est-à-dire que voilà, et pour descendre comme il est monté, je veux dire. Mais moi, du haut de mon intelligence, en fait, je regarde la hauteur, je dis et je lui dis, mais apparemment il m'avait même pas entendu. J'ai dû baragouiner, quoi. Je dis bon, moi je saute. Et donc je me jette dans le vide. Et pendant ma chute, et c'est ça qui est ouf en fait. Pendant ma chute, je perds connaissance complet. Donc dans le vent, en fait, avec le vent, mes muscles se relâchent, tout ça, et je tombe assis. Ça c'est lui qui va me le dire parce qu'il va me voir tomber. Et je tombe assis comme ça. Vraiment choc très dur. Donc ça fait boum et je m'étale. Je me réveille plus tard. C'est A qui me gifle en fait. Un peu, lui il est un peu en train de momentanément dessouler, quoi. Parce qu'il m'a vu chuter, quoi, et inconscient. Et donc il me dit ça va et tout, purée comment t'es tombé et tout. Et moi je me marre et je dis putain je me suis évanoui pendant ma chute, quoi, laisse tomber, enfin c'est hallucinant. Et j'ai mal et je me redresse et je dis putain j'ai mal au dos là, fait chier quoi, je me suis fait hyper mal. Mais bon je me lève et on marche jusqu'à la sortie du parc. Et là, et c'est là que je me dis putain j'ai vraiment une chance inouïe. Il nous faut réescalader les grilles. On n'a pas le choix, sinon on peut pas sortir. Donc on réescalade les grilles. Alors ceux qui connaissent le parc Montsouris, c'est des grilles qui sont hautes, hein. C'est vraiment fait pour que tu ne rentres pas, hein. Et donc je réescalade la grille et à nouveau de derrière la grille, au lieu de redescendre sagement parce que j'ai quand même très mal au dos, bah non je ressaute quand même. Enfin c'est-à-dire que j'escalade, mais une fois arrivé en haut, je me jette comme ça parce que je me dis ouais le trottoir il est là, ça va. De toute façon je ne raisonne plus. Enfin je suis une espèce de gros légume. Bon bref. Et en faisant ce saut, je sens là par contre une douleur atroce dans le bas du dos, mais atroce. J'ai très mal. Et je dis ah putain, là j'ai vraiment mal. Et là à chaque pas j'ai mal. Ça je marche et j'ai mal dans le bas du dos. Et je me dis merde. Là, ça. Momentanément j'essaie de dessouler un peu aussi. Et on va arriver chez lui, donc pour l'ascenseur et tout, on monte. Je m'affale dans la chambre d'amis où j'avais l'habitude de dormir toutes les fois où je dormais chez lui, quoi. Et je suis tellement bourré, quoi, évidemment.
que je m'endors quand même. Je m'endors, mais le matin, j'arrive pas à me redresser. Le matin, donc le lendemain matin, je me réveille et je veux me redresser en me rappelant que je suis tombé, que j'avais mal au dos et ça fait chier, etc. Et vraiment, je n'y arrive pas. Enfin, j'y arrive, mais la douleur est telle que il est clair qu'il faut pas que je le fasse. Voilà. Donc je me remets comme ça et je dis ah purée et tout. Et là, je me souviens de la chute et tout. Donc là, c'est un peu la panique, donc parce que sa mère qui est là et qui comptait nous faire un sermon de 8 heures sur vous êtes vraiment deux branleurs, vous avez vidé le bar, enfin bon, etc. Al va la voir et dit maman, il a super mal au dos, il n'arrive pas à se lever, etc. Et moi je lui dis, je suis tombé, enfin j'ai sauté, mais en fait je suis tombé sur le cul, quoi, en fait, d'une des tours, parce qu'elle me dit, tombé d'où? Je comprends pas, toi. Et je lui dis, bah, d'un des sommets de la tour, là, et je lui dis, ça fait au moins 3 mètres quand même, c'était pas raisonnable et tout. Et elle qui connaît bien le parc Montsouris, elle me dit, ça fait pas 3 mètres, ça fait 6 mètres, je sais pas quoi. Et donc je me dis, ah ouais, merde, quand même. Et donc je réalise que à jeun, je ne l'aurais jamais fait, évidemment. Mais même alerte en étant bien souple sur mes genoux, enfin, non, c'est un truc que j'aurais pas fait, c'est beaucoup trop. Donc je réalise la connerie et puis du coup elle appelle en fait une ambulance pour qu'on vienne me chercher. Elle me dit il faut lui faire passer les radios. Il s'est pété la colonne vertébrale si ça se trouve. Et donc moi je suis là non mais non quand même pas, c'est juste très mal au dos mais bon ça. Et elle me demande si elle veut qu'on prévienne mes parents. Alors bon, je vis pas avec ma mère que je vois un week-end sur deux de temps en temps, etc. Mais donc ça c'est hors de question. Mais mon père, je suis pas pressé non plus quoi. Donc je dis je sais pas trop et tout. Elle veut qu'on prévienne mon père. Donc elle m'emmène à l'hosto, etc. Et mon père arrive. Génial. Il y a à ce moment-là, il y a le mec qui me fait passer les radios, enfin qui va m'emmener, qui me demande bonjour jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc je lui raconte plus ou moins la vérité. Donc voilà, hein. Et il est tellement consterné en fait, je me souviens plus exactement de quels sont ces mots, quoi. Je veux pas, avec le recul, je trouve que c'est un peu vache, quoi. Mais bon. Mais et en fait, il dit j'en peux plus de vous. Et on ne se connaît pas, j'ai envie de lui dire, mais en réalité, il parle de vous, vous les jeunes connards, quoi. Et il peut là parce qu'il me dit vous vous comportez comme des cons, en fait, vous allez payer l'addition toutes vos vies, en fait, pour des comportements d'imbéciles. J'en peux plus, j'en ai marre de voir passer à la chaîne, tout. Donc bon, bref, je me fais engueuler, quoi. Et il me passe une radio, et donc il me dit, on va voir, hein, vu les douleurs que vous me décrivez, la nouvelle, elle va être ou mauvaise ou très mauvaise, mais de toute façon, ça va pas être la fête, quoi. Et il revient me voir, donc plus tard, donc moi je fais moins de malin, hein. Je comprends que ça potentiellement c'est grave ce que je me suis fait. Et il revient me voir avec les radios, vraiment dégoûté, quoi. Mais pas blasé, mais enfin bref, dépité, voilà. Il vient me voir et il me dit donc voilà, je vais vous montrer de toute façon ce que vous avez. Donc ça c'est la moelle épinière, ça c'est la colonne vertébrale, machin, ça c'est le truc et tout. Et il me montre, il me dit vous avez une cassure en fait, vous avez une cassure qui s'arrête à 3 millimètres de la moelle épinière. Donc il me dit on peut rien faire. Il dit on peut pas, moi je touche pas à ça, quoi. C'est beaucoup trop fragile parce que en fait au moindre mouvement, au moindre truc malencontreux, quoi, la cassure va s'achever. Et là c'est fauteuil roulant à vie, vous êtes tétraplégique, jeune homme. Il dit le seul scénario idéal, c'est qu'en fait vous ne bougiez plus du tout et que vous priez tous les saints, machin, pour que ça se ressoude. Et il me dit, et même si vous ne bougez plus du tout, ce n'est pas gagné en réalité. La cassure peut quand même s'achever toute seule. Et là, ce sera fauteuil roulant à vie. Et il me dit, de toute façon, vous sentirez bien, puisque tout d'un coup, vous ne sentirez plus au membre inférieur. Donc, et moi, il me raconte ça, et là, enfin, là vraiment, c'était pas cool, que c'était pas le meilleur jour de ma vie. Et donc, il m'explique ça. Et au moment où il m'explique ça, mon père arrive. Et là, il me dit non mais en fait donc chaque année en fait pour ton anniversaire tu vas nous faire un truc. Donc il me dit l'année dernière soi-disant tu chutes, tu t'ouvres la gueule. Bon mon père est quand même pas con au point d'avoir cru mon histoire, hein, donc je pense qu'il avait très bien compris parce que ce qui m'était arrivé plus ou moins. Et il me dit bon et là maintenant c'est encore autre chose. C'est quand que tu vas arrêter d'être un imbécile en fait. Et là autant parfois il me traitait d'imbécile et sincèrement c'était pas bien été. Autant là j'étais assez d'accord avec lui et je m'en voulais énormément. Donc j'écoute le bonhomme qui m'explique, il me dit et qui explique à mon père. Donc il me dit donc là c'est ambulance, on va le ramener chez vous, pour l'installer donc dans son lit, etc. Et il ne doit plus bouger, il ne doit plus se lever pendant 3 mois minimum. On enverra une ambulance, on le ramènera, on refera des radios et on verra comment ça se passe. Et moi il me regarde et il m'explique, il me dit
vous devez pas bouger, mais c'est même pour vos besoins. Voilà, vous restez allongé en fait. Vous ne sollicitez absolument pas votre colonne vertébrale, et donc voilà. Et moi j'ai tellement peur parce qu'il vient de me calmer la vie là en m'expliquant. De toute façon, il me montre en fait, il me montre la radio où je vois qu'effectivement, moi j'ai l'impression, d'ailleurs au début j'ai l'impression que tout est cassé, enfin que c'est cassé à fond, mais c'est quand il me montre mieux que je vois qu'effectivement c'est pas totalement cassé. Il y a 3 mm effectivement. Là ça m'a glacé le sang. Donc en fait, je suis donc resté alité comme disent les personnes au riche vocabulaire pendant 3 mois. Allongé du matin au soir et du soir au matin, c'était pas cool. Mais c'était pas cool, mais le pire c'était l'appréhension en fait. En fait, il m'avait traumatisé en me disant même en faisant ça, la cassure peut s'achever. Donc ouais, je me disais si ça se trouve dans mon sommeil, ma hantise en fait c'était le sommeil quand je dormais. Je dormais donc comme ça, mais comme j'étais pas attaché. Je me disais, des fois dans mon sommeil, je peux vouloir bouger, faire un mouvement, surtout que moi je prends des positions pour dormir, je vous raconte pas. Enfin, je suis vraiment pas quelqu'un qui dort nickel dans des positions clean. Je dors dans des positions tordues, enfin c'est n'importe horrible. Et je me disais, et c'est peut-être comme ça que je vais me faire mal et que je vais être réveillé au milieu de la nuit en ayant perdu l'usage de mes jambes. Je me faisais des films, c'était horrible. Donc j'ai fait hyper gaffe. J'ai vraiment pas bougé. Je dois dire que ma belle-mère était hyper cool à ce moment-là parce que je pense que je lui ai fait de la peine. Enfin, c'est-à-dire qu'elle s'est dit putain, elle savait de toute façon que ma relation avec son mari, enfin, était catastrophique. Enfin, mais que je pense qu'elle voyait quand même, elle était pas totalement aveugle. Elle voyait que mon père était un vrai connard très souvent et que voilà, finalement, je méritais pas forcément ce que la vie m'avait donné. Elle était vaguement au courant, mais très vaguement de l'enfance que j'avais avec ma mère, même si je pense que pour pas se donner trop le mauvais rôle, mon père a toujours évité de rentrer dans les détails, d'autant que lui-même en fait en ignorait beaucoup finalement. Mais voilà, bref, en tout cas, je me rappellerai toute ma vie d'un jour, la première semaine où elle est revenue de son boulot, quoi, et elle avait fait un détour et elle m'avait acheté une console Nintendo, donc la toute première, hein, je vous parle de ça, c'était la fin des années 80, avec des jeux, donc le tout premier Zelda, c'était génial, c'était tellement gentil, putain, franchement, j'en revenais pas. Et moi, ça m'a changé mes journées, parce que du coup, je jouais à Zelda, allongé, après je lisais, je regardais des films et tout, mais bon, je pouvais vraiment pas bouger, donc je pouvais même pas me lever. C'est-à-dire que si je voyais une cassette vidéo, une VHS qui était dans l'armoire, là, fallait que j'attende le soir de demander ou à mon père ou à ma belle-mère d'aller me la prendre pour me la mettre dans le lecteur. Donc voilà, et c'était bien rock'n'roll. 3 mois plus tard, radio à nouveau, etc. Là par contre, moi je sentais que j'avais beaucoup moins mal qu'au début, donc j'étais quasi sûr que ça se ressoudait en fait. Et confirmation aux radios. Et là, le mec, je me souviens, c'est le même. Hein, il vient me voir et me dit, il me montre. Hein, il me dit, ça s'est quasiment complètement ressoudé. Donc vous avez une chance. Et il me dit, vous ne méritez pas la chance que vous avez, mais chérissez-la quoi. Et par contre, il me précise, il me dit, scooter terminé. Parce qu'il me dit donc, le revers de la médaille, c'est que vous avez une scoliose terrible, plus un tassement de la colonne vertébrale. Donc il me dit, il me montre hein, d'ailleurs, il me dit votre dos, il fait comme ça. Et en bas c'est complètement défoncé en fait. Et donc il m'explique, il me dit, à partir de la trentaine, vous allez commencer à avoir des douleurs de dos terribles. Vous allez devoir faire plein de trucs pour votre dos. Ça je vous l'annonce, enfin je vous le prédis. Voilà, c'est plié, quoi, c'est sûr. Et là pendant 1 an, le temps que par contre ça se consolide et tout, pas de voiture. Pas de moto, évidemment, enfin pas de véhicule à 2 roues motorisé, etc. Pendant, je crois, encore 1 mois, j'avais pas le droit à tout ce qui faisait des vibrations trop fortes, donc pas de RER, pas de métro, pas de trucs comme ça. Et puis j'avais, je sais plus combien, 40 séances de kiné, de rééducation, etc. Enfin de trucs pour me remuscler le dos, parce qu'évidemment, par contre, au bout de 3 mois, je vous raconte pas déjà que je suis pas épais de nature. Normalement, je suis assez sec, par contre, mais là, j'avais perdu tous mes muscles, enfin, mais alors complètement quoi. Donc je ressemblais à plus rien, et surtout le dos, vu que j'avais été allongé pendant 3 mois, le dos c'était le dos d'un squelette, hein, vraiment. Et je le sentais d'ailleurs, j'avais aucune force. Donc il fallait remuscler le dos, les jambes. Et voilà, donc j'ai commencé à faire ce truc de rééducation hyper laborieux, mais que j'ai fait super sérieusement, hein, évidemment. Et donc ça, voilà, ça a été une grosse leçon. Et ça m'a vraiment, là je me suis vraiment dit, en fait, oui, parce que je vous ai pas raconté, mais j'avais fait aussi un coma éthylique. Voilà. Bref, enfin, c'était en fait, je reproduisais le schéma, en fait, finalement, un petit peu
la route sans limite et sans raisonnement, quoi, de la violence physique finalement, mais que j'avais arrêté pour aller vers un truc d'alcool encore plus con, enfin finalement. Parce que par contre, ouais, parce que j'ai arrêté, hein, donc évidemment, j'ai arrêté de boire n'importe comment, mais j'ai arrêté de boire très fascinant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment pour la sensation de perdition, de plus réfléchir, de plus machin. C'était pas pour l'alcool en lui-même, quoi. J'ai pas eu de manque, j'ai pas eu les mains qui tremblent, j'ai rien eu de tout ça. J'ai pas eu. Ça a été très facile en fait d'arrêter de boire comme on faisait tout le temps, etc. Et plus tard, j'ai bu mais normalement, enfin voilà, comme j'ai bu toute ma vie, c'est-à-dire j'aime bien l'alcool, mais c'est de temps en temps pour le soir dans de bonnes conditions, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir quoi. Et du coup, ça reste assez rare quoi. Et avant de conclure, quand même dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je touche du bois, mais donc j'ai 52 ans et à ce jour, je n'ai jamais eu de douleur au dos. Parmi celles qui m'avaient été prédites, enfin voilà, et que je devrais avoir, hein, c'est sûr, hein, parce que voilà, il y a eu plusieurs fois où j'ai dû faire des radios pour d'autres soucis. Franchement, je crois que les gens ont vu l'état de mon dos, enfin de ma colonne vertébrale, et ils m'ont dit vous n'avez pas des douleurs au dos, vous et j'ai dit non. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, je sais que on m'avait dit il y a des facteurs qui aggravent, enfin le surpoids par exemple, évidemment. Plus le corps est lourd sur la colonne vertébrale, plus ça va être pas cool. Voilà, comme je suis pas lourd et que j'ai la chance de rester mince finalement jusqu'à présent. Ça c'est un facteur qui a aidé, j'imagine, mais ça ne suffit pas à expliquer que j'ai eu la chance de pas avoir mal. Parce que moi, par exemple, des fois j'ai rencontré dans ma vie des gens qui avaient juste une scoliose, hein, par exemple, pas de tassement de la colonne vertébrale comme moi en plus, et qui ont des douleurs ignobles, et rien ne, enfin, ils n'arrivent pas à résoudre ces douleurs de dos, quoi. Et c'est des gens plus jeunes en plus, c'est des gens enfin, moi j'en ai connu, ils avaient 35 ans, enfin, c'est horrible, les pauvres, putain, et c'est parti pour toute la vie, enfin, quasiment, quoi. Donc, vraiment très chanceux, mais voilà, des années vraiment rock'n'roll, j'ai sûrement oublié de raconter 2-3 conneries. Mais le plus important, je l'ai raconté. Je verrai ce que j'en pute, mais finalement, je pense que je vais laisser à peu près tout, parce que bon, voilà. Et j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Et n'hésitez pas à me dire si ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous-même vous avez eu des moments un peu fâcheux, mais bon. Bon après, une fois de plus, je ne regrette rien. Enfin, je ne le referai pas, évidemment, s'il y avait le choix. Mais c'est pas au point de regretter, de dire bon voilà, parce que voilà, il fallait que ça m'arrive pour me calmer aussi, parce que moi vraiment du coup ça m'a calmé à vie de plein de conneries quoi, que je sais très bien que j'aurais pu y aller dans d'autres circonstances, je veux dire. Et moi après dans ma vie il y a eu plein de fois où j'étais en présence de propositions, c'est des propositions pas forcément de personnes, enfin si c'est des personnes à chaque fois, mais je veux dire que c'est la vie en fait qui à travers des personnes te propose de reprendre le mauvais chemin. Je sais pas si je suis clair, mais même dans la pub, le nombre de fois on m'a proposé de la coke à nouveau, de faire même pire, enfin des trucs, mais enfin bon, je vais pas tout raconter, mais idem pour même pour des trucs plus graves que ça, hein. Mais non en fait à chaque fois j'ai retenu les leçons de ce que j'avais à chaque fois, enfin ce à quoi je m'étais frotté à chaque fois durant c'est vraiment ce court laps de temps, parce que je dis ça, mais c'est vraiment entre 15, 16, 17 que ça a eu lieu. Parce que moi, je me demande si j'ai pas décalé d'un an. C'est possible parce que c'était il y a longtemps. Je crois que c'était sur mes anniversaires de 16 et 17 ans. C'est même certain puisque à 18 je suis parti à Londres. Donc en fait c'était pas l'anniversaire de mes 18 ans comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le coup de couteau et le truc au visage, c'était l'anniversaire de mes 16 ans. Et et la chute avec défonçage de dos, c'était l'anniversaire des 17 ans, ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait encore une année scolaire, parce que oui, de toute façon, c'est évident. Et puis à 18, je suis parti à Londres. J'espère que c'était pas totalement inintéressant. J'espère que vous allez bien aussi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.